J'ai le plaisir de donner la parole à Madame Anne Schaub, qui est psychologue et psychothérapeute et qui va exposer les enjeux psychologiques de la GPA pour l'enfant. Merci beaucoup Aude, merci de pouvoir être là avec vous. Je vais donc en effet centrer mon propos sur la question: existe-t-il finalement une mémoire prénatale, une mémoire précoce et une mémoire de naissance? Est-ce que le fœtus se souvient? Voilà pourquoi est-ce que je m'attarde à cette période, et je crois que nous pouvons tous ici bien le comprendre. C'est évidemment à partir de la conscience immense que nous avons de l'importance des fondations de l'être humain et des enjeux de son devenir. Car nous allons le voir, comme nous allons le voir, il s'agit bien, donc, dans la période prénatale et de naissance, de l'enracinement des tous les prémices de la vie psychique et relationnelle de toute personne. Voilà, donc penchons-nous un petit peu plus près, d'une façon plus près, je vais mettre en grand comme ça, voilà. Sur cette période tout à fait cruciale qui est le moment de la conception de la grossesse, qui, comme nous l'avons déjà dit en début de cette journée, qui n'accomplit pas simplement le développement des organes du fœtus. Parce que c'est vraiment déjà là que va se fonder, s'enraciner, se nouer le premier lien relationnel entre la maman et le bébé. Un lien qui est très significatif, qui est très prégnant. Et cette notion de la relation, elle est vraiment inscrite dans notre ADN. On est vraiment programmé pour cela biologiquement parlant. On pourrait dire que c'est la nappe phréatique commune de notre humanité, que c'est un besoin commun à tous les hommes de créer du lien. Et on voit que le petit, le bébé, le fœtus, il a une compétence très fine à tout ce qui a une teneur d'affection. Il est doté de capteurs, que j'aime bien dire des capteurs d'amour. C'est un curieux de la relation, dit Catherine Dolto. Il s'agit donc d'une période cruciale qui participe à la construction identitaire du petit enfant. Nous voyons que les neurosciences nous apprennent des choses très intéressantes. Je m'attarderai à deux choses. Ici, la mise en évidence de l'amygdale, qui est une petite glande, non pas celle que nous avons dans la gorge, mais celle qui est dans le cerveau, et qui est fonctionnelle in utero, et qui est située donc dans le cerveau affectif. Il s'agit d'une petite carte mémoire qui va régler les circuits de la peur et qui est donc qui intervient bien avant l'émergence de la conscience. Et en fait, elle va garder des empreintes de la vie prénatale sur le plan des ambiances affectives et des ressentis émotionnels de la mère, et principalement les derniers mois de grossesse. L'amygdale n'oublie pas. Une autre découverte tout à fait intéressante qui a été faite en 2010 à Rome, au moment du congrès gynécologique et d'obstétrique. On sait déjà que la mère modifie l'enfant, mais là, ce qui a été mis en évidence, c'est que l'enfant modifie la mère aussi. On a retrouvé dans la moelle sanguine de la mère, jusqu'à 30 ans après la naissance de tout enfant porté, des cellules que l'on appelle les cellules staminales. On a retrouvé ces cellules dans la moelle sanguine de la mère. Ce qui n'est pas anodin, parce que ça veut dire que la mère pense encore son bébé autant d'années après. Il y a véritablement une unité interactive, triangulaire entre la maman, l'enfant et le papa, étant donné que le bébé, bien sûr, a 50% du patrimoine génétique de ses parents. Et tout cela, c'est dans le corps de la femme enceinte. Donc il y a une cohésion familiale et sociale qui est inscrite profondément, intimement dans le corps de la femme enceinte. Ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment, on l'a déjà évoqué aussi. Pour les mères porteuses, l'enfant porté va se rappeler à elle, malgré elle, au long de sa vie, avec toutes les conséquences biopsychologiques pour elle, au long de sa vie. C'est déjà in utero que l'on peut attester du tissage du lien réciproque mère-enfant. Il ne s'agit pas d'un psychologisme à outrance. Il y a vraiment des appuis objectifs tangibles, des facteurs d'un autre ordre scientifiquement observables qui permettent de l'étayer. Et que peut-on observer? C'est que tout au long de l'embryogénèse, il y a l'éveil des 5 sens.
Ce qui signifie que c'est une mémoire du coup qui n'est pas mentale, mais le bébé est véritablement greffé sur cette mère-là qui le porte et avec laquelle il cohabite depuis 9 mois. L'enfant attendu est autant habité par la mère que la mère habitée par l'enfant porté. Il y a une infinité de messages tant biologiques qu'émotionnels qui sont transmis, échangés entre la mère et l'enfant et qui va précisément susciter cette mémoire prénatale. Nous, on voit donc vraiment que ces empreintes, c'est un véritable patrimoine culturel, sensoriel, émotionnel, durablement inscrit en lui. Nous tous, nous sommes encore portés, habités, influencés par ces mémoires-là. Et ce patrimoine de mémoire va faciliter le passage de la vie intra-utérine au monde extérieur, va faciliter la transition, va soutenir le bébé, va l'accompagner, le rassurer au moment de la naissance. Il s'agit donc bien d'une préconnaissance sensorielle de sa mère qui fournit au bébé des repères de sécurité pour l'après-naissance et fonde le processus d'attachement, enracine le lien premier fondamental sur lequel toute personne s'appuie ou reviendra toute sa vie, qu'elle en ait conscience ou non. Donc, oui, nous voyons... Oui, on voit là, en fait, ce sont des vraies photos, hein, donc, qui permettent déjà de voir les émotions que le fœtus peut vivre en intra, donc dans le ventre de sa mère. Alors la naissance qui est ce moment de premier détachement du bébé de sa mère, c'est-à-dire de la première séparation, mais qui est une séparation qui donne la vie, eh bien c'est tout à fait important que le lien là qui s'est établi pendant 9 mois puisse se prolonger, s'enraciner après la naissance. Donc le contexte affectif à privilégier, c'est véritablement d'entendre ce besoin du tout petit à rester proche, à se sentir protégé, en sécurité, et de pouvoir bénéficier d'un lien stable, fiable et durable avec sa mère de naissance. C'est Catherine Dolto qui dit « Si c'est bien elle, je suis bien moi ». Séparer le bébé de sa mère de naissance, en sachant qu'il y a toute cette empreinte d'une gamme de perceptions qui ont été captées en lien direct avec la mère, avec laquelle il cohabite depuis 9 mois, cet intime maillage relationnel, s'il est rompu, c'est tout à fait préjudiciable pour l'enfant. Bien entendu, il perd sa sécurité de base, il se sent abandonné et il est dans un chaos sensoriel, émotionnel, qui peut être abyssal, et on a observé chez des nouveau-nés, parfois ça peut passer inaperçu parce qu'ils sont en état de sidération lorsque les séparations se prolongent. On décrit aussi le babil traumatique des nouveau-nés, des cris, des pleurs, ou bien sûr des troubles psychosomatiques, étant donné qu'ils ne peuvent pas exprimer leur mal-être. Donc sans maman à la naissance, je suis perdu, j'ai peur, il vit un stress innommable. Cette rupture de naissance ne laisse pas l'enfant indemne sur le plan psychologique et de son être tout entier est touché. Il s'agit bien d'une béance qui est révélatrice d'une perte essentielle, existentielle, angoissante, car il est dans une sensation de perte de soi. Souvenons-nous qu'en effet, la mère à laquelle il est attaché de tous ses sens lui donne son propre sentiment d'existence. C'est une mémoire somatique qui le relie à sa mère. Donc si le corps de la mère disparaît, eh bien le bébé se sent lui-même disparaître. Il craint de mourir, il se croit abandonné. Nous sommes bien ici dans un grand risque qui est de créer artificiellement ou de susciter intentionnellement ce que l'on appelle en psychologie l'angoisse d'abandon, l'angoisse de séparation, mais l'angoisse d'abandon qui est une angoisse très archaïque de la perte du corps. Et on ne peut pas tromper le tout petit. C'est comme le flair d'un animal, sauf qu'ici, il s'agit d'un petit être humain. Alors comment pouvons-nous nous expliquer cela? Parce que bien sûr, un des arguments, c'est de dire « mais ces enfants sont extrêmement aimés et ils aboutissent dans des bras parfois encore plus aimants que lorsqu'on n'a pas désiré un enfant dans une grossesse naturelle. » Eh bien, tout simplement parce que le bébé ne peut pas encore réfléchir, son système nerveux est encore immature. Il faudra 9 mois supplémentaires pour qu'il sorte de ce que nous appelons la prématurité psychique. Alors, venons-en donc à la GPA, la gestation pour autrui, par autrui, touche de plein fouet le lien d'attachement qui vole en éclats entre la mère et l'enfant.
Il perturbe toute l'organisation propre et l'interaction relationnelle maternelle dans laquelle le bébé, il est engagé très tôt, quand bien même la mère ait pu éventuellement et très probablement décider de ne pas s'attacher, étant donné qu'aucune personne ne veut souffrir et sachant qu'elle va s'en séparer, il y a des mécanismes psychologiques qui sont mis en place pour qu'elle ne s'y attache pas. Alors tout cela bouleverse évidemment la relation première, si affinée, qui noue si intimement la mère et son enfant à l'enfant, et l'enfant à sa mère. C'est une expérience première qui est abîmée, bafouée, comptée pour rien. La cellule familiale est désarticulée à sa base de sa fondation, la maternité est délocalisée, il y a une rupture de l'unité relationnelle, la filiation est brouillée et il y a donc une perte du socle de base de sécurité pour l'enfant. Les fondements de son histoire, qui fait partie de son identité, lui infligent une blessure identitaire fort douloureuse. Je vais passer là, mais on voit évidemment voilà, tout ce qui concerne le mensonge de filiation, oui, la rupture de tout le patrimoine généalogique. J'en terminerai en disant que voilà, en reprenant cette phrase « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Dans la GPA, nous voyons véritablement que la fondation de l'édifice procréatique est fragilisée. Il s'agit bien d'une expérience de conception de grossesse et surtout de naissance qui est à risque par rapport à l'équilibre en devenir du petit enfant. Je vous ai mis ici donc cet immeuble qui s'est écroulé par manque de fondation et donc on voit combien les fondations de l'édifice procréatique eh bien, peuvent susciter plus tard des effondrements psychiques qui sont à craindre. C'est un peu comme l'image de l'iceberg, hein, qui est la partie immergée, mais en fait on sait bien que le Titanic a coulé à partir précisément de la partie cachée, invisible. Alors donc au nom de ce que j'aime bien appeler les petits sans voix, il est important que nous puissions sauvegarder l'intégrité et l'intime compréhension de l'homme dans ses fondements procréatiques. C'est une réflexion que nous avons à orienter vers la protection, la considération primordiale de l'intégrité, de l'intérêt supérieur des plus vulnérables dans la société, qui sont l'embryon, le fœtus, le nouveau-né. Il s'agit de conserver le précieux héritage des spécialistes et des visionnaires du monde de l'enfance, de la vie prénatale, et de considérer le respect de la filiation. Je termine en disant donc que le tout petit qui, dès son origine, aura été respecté, traité avec respect, bon sens, intelligence et sensibilité, a de fortes chances à l'âge adulte de traiter les autres et son environnement avec le même cœur, avec le même art de la connaissance humaine et du monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Anne. Et donc en effet, nous voyons là votre ouvrage vraiment fondateur et de référence sur le sujet.